Quand j'ai travaillé à l'EQRC avec René Dandurand, au départ, la recherche était sur les réseaux de sociabilité et de solidarité des familles avec charge d'enfants. Ça a été mon introduction à la recherche sur la famille au Québec. J'avoue que je n'y connaissais à peu près rien. J'avais finalement pas eu de cours en anthropologie qui portait sur le Québec vraiment, je pense, en profondeur. Là. De sorte que les auteurs, c'est à travers René là, que j'ai appris à connaître les auteurs, à connaître les problématiques, les enjeux. Une des questions qu'elle avait, elle, pour elle, l'important dans cette recherche-là, et ça m'a contaminée, c'est devenu une chose qui était importante pour moi, sur d'autres angles un peu peut-être, c'était de réfuter un peu le discours que les sociologues avaient qui disait que la parenté, finalement, ça n'avait plus tellement d'importance. Aujourd'hui, les gens, c'est des individus ou des familles nucléaires et les logiques de parenté n'ont plus vraiment d'importance. Est-ce qu'elle voulait vérifier ça et faisait l'hypothèse qui s'est confirmée dans notre recherche que les enjeux de parenté étaient toujours très importants. Il y avait des liens avec cette problématique. Cette problématique-là avait des liens avec des recherches qui se faisaient en France, notamment des recherches dirigées par Agnès Pitroux sur les solidarités familiales en France, selon différents milieux. Donc, on avait pris un quartier ouvrier, Saint-Henri, un quartier de classe moyenne, Rosemont, puis un quartier pas mal plus bourgeois, Outremont. Et on a fait des entretiens avec des familles dans ces trois quartiers-là. On a également rencontré les organismes du quartier, des écoles, parce qu'on faisait notre recrutement à partir des écoles. C'est des familles avec charge d'enfants, donc qui avaient au moins un enfant inscrit à l'école primaire. C'était notre façon de réussir à sélectionner des familles qui avaient en commun d'être à cette phase-là de leur cycle de vie. Et on a mis en évidence à quel point, pour les milieux plus ouvriers ou assistés sociaux de Saint-Henri, les solidarités et les sociabilités de parenté étaient toujours dominantes, inscrites surtout dans une logique normative où c'était le lieu des échanges, des solidarités. On s'attendait à obtenir de l'aide et à voir la présence proche des membres de la famille. On s'en voulait quand on leur en voulait quand on n'avait pas leur aide. Et on voyait l'aide des groupes communautaires autour sous l'idiome de la parenté, disons. On en parlait comme des relations de parenté, des relations avec l'intervenante qui nous rendait service. C'est comme ma mère, c'est comme ma sœur. Et bon, puis on avait regardé à quel point les transformations des politiques publiques à l'époque avaient un impact sur la vie familiale de ces gens-là, parce qu'il y avait, par exemple, une imposition de plus en plus grande faite aux femmes qui avaient de jeunes enfants qui étaient assistées sociales de retourner sur le marché du travail. Jusque-là, quand une femme avait un enfant de moins de 6 ans, elle pouvait rester à la maison sur l'aide sociale, mais là, la pression se faisait pour que dès que l'enfant ait 2 ans, elle retourne sur le marché du travail, des choses comme ça. Donc, on regardait pas juste la vie quotidienne des familles, mais aussi le contexte du quartier et le contexte politique qui influençait ces vies-là. À Rosemont, on avait mis en évidence à quel point la norme d'autonomie
était intériorisé par les gens qui essayaient de se débrouiller seuls, mais qui, en même temps, continuaient à avoir beaucoup de liens avec leurs familles proches. Entre autres, il y avait beaucoup de familles qui vivaient dans des duplex, un membre de la famille à un étage, l'autre à l'autre étage, des choses comme ça. Et à Outremont, ce qui ressortait plus, forcément, c'est beaucoup plus d'autonomie, mais c'était la problématique du temps qui manquait constamment et la capacité que ces gens-là avaient de mobiliser leurs ressources amicales, de collègues, dans des circonstances de la vie où il y avait des crises. Il y avait un éventail de ressources beaucoup plus grand. Mais en même temps, là aussi, les questions de parenté jouaient beaucoup, mais un peu différemment. Ça semble peut-être être évident à faire, mais ce n'était pas tant que ça, et ça rentrait vraiment en contradiction avec des discours à la fois scientifiques et politiques de l'époque qui tendaient à minimiser l'importance des liens de parenté. Cette affaire-là, moi, m'a influencée par la suite beaucoup parce que, dans le fond, si je jette un regard rétrospectif sur les travaux que j'ai faits ensuite sur l'adoption, la filiation, la famille, et aujourd'hui, je travaille beaucoup sur les réformes législatives, les propositions de réformes législatives sur la filiation. Ce que j'essaie tout le temps de montrer, finalement, ou en protection de la jeunesse aussi, c'est que la parenté existe toujours et ne considérer le lien parent-enfant que comme un lien entre deux individus, c'est passer à côté d'un tout un pan de la réalité qui a des effets importants pour tout le monde, pas juste pratiques et matériels, mais symboliques. Et ça a été donc un moment fort pour moi par rapport à la suite. Une des choses qu'on a fait aussi, René et moi, par la suite, c'est analyser nos données sur ces 3 quartiers en les mettant en lien avec la compréhension de l'histoire du Québec dans les années 60, 70, 80. Et on a utilisé la notion de champ social de Pierre Bourdieu et on a écrit un article théorique ensemble pour soutenir l'idée que depuis les années 60, au Québec, s'était développé un champ autour de la famille, autour de l'enjeu de la reproduction sociale des générations. La notion du champ social de Bourdieu, c'est une notion qui permet de se représenter une dynamique sociale complexe qui fait intervenir des agents sociaux très différents les uns des autres, des agents étatiques, des agents communautaires, des individus qui ont des intérêts très différents, qui peuvent être très divergents, qui ont des capitaux très différents. L'État a forcément un capital de légitimité politique et un capital économique très fort, mais l'entreprise en a d'autres capitaux qui sont aussi très importants, les familles aussi. Donc, avec René, ce qu'on avait fait, c'est montrer comment les familles se sont trouvées à être des agents finalement assez dominés dans un champ où les experts, l'État par les politiques publiques, les politiques familiales, avait un pouvoir d'ingérence et de surveillance de plus en plus grand, entre autres à travers le système d'éducation, le système de santé et le système de protection de la jeunesse, mais qui avait aussi, à travers ces procédures de plus en plus complexes de pénétration dans la vie concrète des familles, il y avait de nombreux experts de différentes disciplines qui disaient quoi faire, quoi penser, comment le faire, des experts de la médecine, de la psychologie, etc. Donc, on essayait de
modéliser un peu cette dynamique sociale très complexe. La notion de champ, moi, dans le même temps, j'avais commencé à l'utiliser aussi pour comprendre comment fonctionnait le système d'adoption. Et c'est une notion qui m'a suivie, puis qui me suit encore dans mon travail, parce qu'elle permet de comprendre ce qu'on étudie comme anthropologue dans une société complexe et qui exige de se situer à différents niveaux, comprendre comment des acteurs qui semblent aux antipodes les uns des autres finissent par faire des alliances entre eux ou par se concurrencer, mais tout en partageant certaines valeurs par rapport à un même enjeu. J'ai parlé de l'enjeu de la famille, je vais parler un petit peu plus tard tantôt des enjeux reliés à l'adoption. Ça, pourquoi ça m'a suivi tout le temps, c'est parce que ça aide à faire de l'ordre dans des données très complexes, mais ça aide aussi à savoir où on est soi comme chercheur. Parce que si on veut être honnête avec nos données, il faut bien comprendre comment on les crée, comment on les analyse, et que ça se fait en fonction de la place où on se trouve soi-même dans le champ qu'on étudie. Et c'est donc un outil à la fois analytique et réflexif pour la personne qui travaille. Donc, si je passe avec ce travail-là, avec René, il nous a menés jusque dans les années 95. Mais moi, déjà à partir de 90, j'avais obtenu une subvention pour travailler sur l'adoption suite à ma recherche sur l'infertilité. Et là, j'ai commencé à avoir une pratique de chercheur qui dirige ses propres recherches subventionnées parce que j'ai obtenu une subvention du Conseil québécois de la recherche sociale. Le Conseil québécois de la recherche sociale, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un organisme qui a été mis sur pied pour stimuler la recherche sociale au Québec, donc essayer de stimuler la production de connaissances par des spécialistes des sciences sociales sur la vie sociale au Québec, pour leur permettre d'être plus compétitifs à l'échelle canadienne aussi quand ils vont demander des subventions au CRSH. Mais le CQRS ne l'a pas fait de façon semblable à ce qui s'est fait ailleurs, je pense. Il a très, très vite favorisé des recherches qui avaient une pertinence sociale et obligé les chercheurs à rendre explicite la pertinence sociale de leurs recherches. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur l'adoption, c'était quand même un modèle de présentation traditionnelle de projet. J'avais soumis une demande qui disait que je voulais travailler sur les conceptions, les normes et les valeurs qui orientaient les différents acteurs concernés par la recherche de solutions à l'infertilité. Ça m'a amené finalement à travailler à rencontrer, à l'époque, c'était possible. J'ai rencontré 100% des organismes qui s'intéressaient à l'adoption. Donc, c'était des centres jeunesse. À l'époque, ça ne s'appelait pas les centres jeunesse, c'était les centres de santé et de services sociaux, je pense. Il y avait des associations de parents adoptifs, il y avait des organismes d'adoption internationale, il y avait quelques associations de parents qui voulaient développer l'adoption. Il y avait des grands frères, grandes sœurs. Il y avait une association pour l'infertilité. Donc, j'avais essayé de comprendre c'était quoi leur but, c'était quoi leurs objectifs, quelles étaient les représentations qui les amenaient à se donner ces missions-là. Et pour ce faire, j'ai bien profité du fait d'avoir travaillé avec des groupes de femmes pendant 6 ans et demi, c'est-à-dire que je savais comment fonctionnait un organisme communautaire ou un organisme à but non lucratif. Je savais quelles questions leur poser pour savoir comment ils étaient structurés. J'ai entré assez rapidement dans ce monde-là.
Ce que j'ai dégagé au bout du compte, c'est l'image d'un champ dans lequel se distinguaient des organismes qui étaient mobilisés sur la question de l'adoption internationale. Il y avait l'État, le secrétariat à l'adoption internationale, des organismes qui évaluaient les parents adoptifs et des organismes qui allaient à l'étranger pour trouver des enfants et mettre les parents en lien avec des enfants. Ce réseau-là d'adoption internationale se trouvait orienté par des valeurs qui étaient centrées sur la réalisation d'un projet parental, la réalisation de soi, l'épanouissement des familles, le désir d'enfant, la liberté de procéder dans les démarches de façon autonome sans que l'État s'en mêle trop. Alors que dans le réseau de l'adoption interne, donc l'adoption qui passait plus par les travailleurs sociaux affectés à la protection de l'enfance, d'autres types de valeurs étaient centrales, notamment la protection de l'enfant, la protection de ses droits, et d'autres définitions de la famille se greffaient à ce réseau-là, qui étaient plus des définitions de la famille centrées sur la réponse aux besoins de l'enfant. Autrement dit, l'ensemble, si je ne vais pas dans les détails ici, l'ensemble des représentations qui découlaient d'une perspective de protection des droits de l'enfant, de travail social, de mission de l'État de protéger les enfants contre leurs parents aux besoins. C'était ça qui structurait l'adoption nationale, avec imposition toujours de passer par un intermédiaire étatique dans toutes les procédures, alors que dans l'adoption internationale, il y avait une espèce de courant libertaire qui poussait dans une autre direction. Et il y avait des représentations de qu'est-ce que c'est la parenté, qu'est-ce que c'est un lien de parenté. Forcément, il y avait beaucoup de discours autour du lien de sang versus le lien adoptif ou le lien social. J'ai analysé ça aussi comme bien d'autres l'ont fait. Dans mes résultats de recherche principaux, il y avait d'une part cette mise en évidence de la diversité des acteurs et des alliances et des concurrences qu'il y avait entre acteurs étatiques, acteurs experts et familles. Mais il y avait aussi la mise en évidence que les représentations de la parenté entre est-ce que la parenté c'est des liens de sang ou des liens plus forts que ça, il y avait finalement l'idée sous-jacente à tous ces discours-là que le lien de filiation, c'est un lien exclusif. Qu'un père et une mère possèdent exclusivement le lien à leur enfant, à l'exclusion de tous. Et dans le cas de l'adoption, cette idée d'exclusivité poussait au modèle d'adoption plénière qui est le nôtre, donc poussait à vraiment toujours magnifier le côté de notre adoption auront définitivement tous les liens avec la famille d'origine. À l'époque où je l'ai analysé, mettre en évidence que notre modèle de filiation est un modèle exclusif, c'était pas évident. C'était comme quelque chose qui allait tellement de soi que c'était pas mis explicite. Avec les années, plusieurs autres chercheurs ailleurs dans le monde sont arrivés aussi à dire des choses semblables, comme on est plusieurs à avoir discuté autour des questions de liens biologiques, liens sociaux. J'ai l'impression que dans ces sujets-là, il y a des aspects qui sont de la dynamique locale, qui sont importants pour les anthropologues à mettre en évidence, c'est-à-dire que comment ça se passe au Québec, la spécificité de la logique de l'adoption au Québec, c'est important à montrer. En même temps, il y a des choses qui sont partagées avec toutes les autres sociétés occidentales qui sont dans la même mouvance.
et que là, ce qu'on met en évidence, d'autres le font aussi, toujours en faisant du qualitatif, parce que c'est pas des sujets qu'on peut faire avec des enquêtes par échantillon représentatif, d'autant plus que l'adoption est un sujet confidentiel, donc on n'a pas accès au dossier et tout. Mais je pense que ce qu'on fait, c'est qu'on confirme. En fait, il y a un aspect de vérification, dans le fond. Quand tout le monde finit par trouver la même chose un peu partout, on peut se dire qu'on confirme les uns les autres les résultats auxquels on est arrivé. Pour ce qui est de la question de l'exclusivité, je pense que c'est un résultat auquel on arrive. L'aspect intéressant, pour moi, ça a été de le faire un peu en comparaison avec la France, parce qu'après avoir eu cette subvention-là au CQRS, j'en ai eu plusieurs autres sur l'intégration de l'enfant dans la famille, l'adoption d'identité. Bon, j'en ai eu plusieurs que j'ai combinées dans différentes... ce que je faisais, c'est que j'avais plusieurs subventions, puis je m'organisais pour que la collecte de données serve à l'atteinte des objectifs de plusieurs subventions en même temps, parce que l'IQRC, qui après est devenu l'INRS, nous fait travailler, non pas à enseigner, mais à faire de la recherche. Donc, on en fait beaucoup, puis donc, on a probablement plus de projets à mener de front que quand on enseigne beaucoup. Et dans les projets que j'ai faits, j'en ai fait comparaison France-Québec. Je suis allée en France plusieurs fois. J'ai établi des collaborations avec des chercheurs françaises. Et en France, il y a un système d'adoption un peu différent parce que ils ont aussi une modalité d'adoption qui permet de ne pas rompre le lien d'origine. Donc, tous les discours, tous les rationnels, toutes les pensées autour de l'adoption sont cadrés un peu différemment parce qu'ils ont toujours l'option dans leur tête qu'il y a moyen d'avoir une adoption sans rompre le lien d'origine, alors qu'ici au Québec, ce n'est pas imaginé ou... Enfin, maintenant, ça l'est, mais à l'époque, c'était même pas pensé. J'ai fait beaucoup de recherches sur l'adoption, finalement, depuis 90. J'ai toujours travaillé un peu sur l'adoption. Mais en même temps, j'ai fait d'autres travaux connexes parce que chaque projet m'amenait à connaître un autre horizon. Entre autres, la protection de la jeunesse. Donc, j'ai fait des travaux avec, par exemple, Joanne Charbonneau, Ercilia Palès, qui était à ce moment-là chercheur au Centre jeunesse de la Montérégie et qui était à mi-temps à l'INRS Urbanisation, et Ercilia Palacio-Quintin, qui était en psycho à l'Université de Trois-Rivières, sur le placement des enfants, sur les enfants placés. J'ai fait de la recherche sur le nom. Je reviendrai probablement sur ces questions-là un peu plus tard. Mais ce qui m'apparaît important de souligner, c'est que début des années 90, le CQRS s'est mis à encourager fortement la recherche en partenariat. J'étais toujours à l'IQRC à l'époque. Et René, Denise, moi, nos collègues Léon Bernier, avec des personnes de l'INRS Urbanisation, Céline Le Bourdet notamment, Évelyne Lapierre-Adamcy, qui était une démographe de l'Université de Montréal, le secrétariat à la famille, le conseil de la famille, des organismes familiaux comme la Confédération des organismes familiaux du Québec. Je vous passe les détails des personnes qui ont été impliquées là-dedans. Sous la direction de René, on a décidé de former un partenariat, de faire une demande de subvention qui a été acceptée. Et à partir de 1993, on a donc travaillé à mettre en commun des objectifs scientifiques de recherche sur la famille,
des objectifs gouvernementaux de connaissance des situations sur la famille au Québec et des préoccupations d'action publique. Donc, ils voulaient avoir réponse à leurs questions. À l'époque, ils étaient très intéressés à des données démographiques, par exemple, des choses comme ça. Et des organismes familiaux qui, eux, étaient intéressés à continuer à contribuer à un mouvement pour obtenir une politique familiale au Québec. Bon. Ça a été un très, très long processus avant que tous ces groupes-là réussissent à travailler ensemble de façon constructive. Moi, je dirais que ça a pris, je dirais, une dizaine d'années avant qu'on puisse se dire, il y a eu donc des renouvellements de subventions, avant qu'on puisse se dire, on a trouvé le moyen de connaître les uns les autres, quels étaient les besoins de chacun, et de respecter les uns les autres la manière de travailler, les rythmes de travail. Les gouvernementaux sont toujours en train de réagir à des urgences. Les chercheurs sont toujours en train d'attendre de la réponse pour une demande de subvention ou d'attendre que les données de Statistique Canada soient disponibles. Et leurs travaux ne sont pas publiés avant 2, 3, 4 ans, alors que les communautaires s'attendent toujours à ce qu'on réponde à leurs besoins sur le terrain rapidement. Il a fallu que tout le monde apprenne à ne pas vouloir mettre les autres à son service, mais à comprendre qu'on pouvait se parler, s'apprendre mutuellement plein de choses, collaborer, et que ça pouvait être fructueux. Et moi, j'ai travaillé là-dedans et je suis encore dans ce partenariat-là qui existe toujours. À partir de 2003, je l'ai dirigé jusqu'à 2014. Quand René a quitté en 2003, j'ai pris sa relève. Ça a été une expérience de travail que les anthropologues n'ont pas d'habitude parce que c'était une entreprise vraiment multidisciplinaire dans laquelle chacun pouvait travailler selon sa discipline. Mais quand on essayait, comme quand on est dans la position de direction, il faut qu'on essaie de penser à tout le monde et il faut qu'on essaie à ce moment-là et faut qu'on essaie à le faire, mais on y gagne à le faire, à penser comment chacun peut y trouver son compte et comment essayer de mettre en valeur la contribution de chacun.